À vous la parole, Monsieur Laloux. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai l'honneur de présenter donc devant vous une synthèse d'un certain nombre de travaux que j'ai intitulé La fiabilité dans les sciences de l'ingénieur. Alors donc, je vais essayer d'adopter donc le plan d'exposé suivant. Donc après une introduction, je vais donc donner quelques rappels sur la fiabilité. Ensuite, je vais parler notamment de la fiabilité et les phases de vie d'un produit. Ensuite, je vais donc développer un certain nombre de modèles de maintenance basés sur la fiabilité comme application de la fiabilité justement. Là, il sera notamment d'un modèle de maintenance pour système monocomposant et de modèle de maintenance pour système multicomposant. Bien sûr, sera suivi d'un certain nombre d'exemples, d'études de cas, où nous allons illustrer un petit peu l'application de ces différents modèles. Nous terminons ensuite par une conclusion. Alors, donc, la fiabilité, tout le monde le sait, qu'il est actuellement devenu une caractéristique incontournable dans la conception et l'exploitation des produits industriels, au point où il est devenu un argument de vente systématiquement adopté par donc les fournisseurs dans leur campagne de promotion. Néanmoins, pour garantir un certain niveau de fiabilité selon la spécificité du produit, d'abord le concepteur devrait composer avec l'aléatoire dès le stade de conception. D'un autre côté, l'utilisateur devrait également composer avec l'aléatoire pour maintenir ce niveau de fiabilité durant toute sa durée de vie. Et pour cela, et donc tout cela n'est pas possible sans faire recours à des modèles stochastiques de fiabilité. Rappel sur la fiabilité. Donc, bon, je vais rappeler la définition la plus, comment dirais-je, adoptée par la majorité des gens. Donc, elle est définie comme étant l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un intervalle de temps donné. Donc ça, c'est une définition inspirée des normes. Donc là, il y a trois éléments. Il y a d'abord la fonction requise, il y a ensuite les conditions d'exploitation, et enfin, il y a la troisième variable, c'est l'intervalle de temps prédéterminé. Donc, la fiabilité garde ce sens quand les trois paramètres sont réunis. Donc, si on néglige l'un des paramètres, la définition perd son sens. Pas mal de gens confondent un petit peu la notion de fiabilité avec la notion de qualité. Donc, est-ce que réellement la fiabilité est synonyme de la qualité? Alors, pour essayer de répondre à cette question, essayons de voir d'abord c'est quoi la définition de la qualité. Alors, la qualité, elle est définie toujours en s'inspirant des normes comme étant la conformité d'un produit à un certain nombre de spécifications prédéfinies. C'est selon le cahier des charges en quelque sorte. Bien sûr, mais cela à la sortie de l'usine. Donc on parle de la conformité du produit à un certain nombre de spécifications juste à sa sortie de l'usine. Par rapport à ça, justement, on peut donner une autre définition de la fiabilité par rapport à la qualité, ce qui nous permet de dire que la fiabilité, en fait, peut être considérée comme étant l'aptitude du produit à conserver sa qualité durant toute sa durée de vie. Donc là, c'est justement, ça permet de lever la confusion entre l'amalgame et plutôt entre la qualité et la fiabilité. C'est-à-dire là, pour comprendre un petit peu cette différence, je pourrais dire que, je sais pas, je prends un produit alimentaire, pour ne pas prendre une machine ou un matériel, un produit alimentaire, un yaourt par exemple, à la sortie de l'usine, je peux faire un contrôle de qualité, je trouve qu'il est conforme aux spécifications prédéfinies. Donc je déclare qu'il est de qualité. Par la suite, au bout d'un certain temps, supposons qu'il a une durée de vie de 1 mois, si je respecte les conditions de conservation, je refais un contrôle au bout d'1 semaine par exemple,
je trouve qu'il a perdu l'une de ses propriétés. Par exemple, je trouve que son pH est devenu acide. Donc là, est-ce que je dois remettre en cause sa qualité ou autre chose? Je n'ai pas à remettre en cause sa qualité. C'est bon, j'ai déclaré au début qu'elle est de qualité, elle reste de qualité tout le temps. Sauf que ce que je peux dire, c'est que c'est un produit non fiable, puisqu'il n'a pas su garder sa qualité pendant sa durée de vie qui était 1 mois. Au bout d'1 semaine, il a perdu sa qualité. Voilà. Ensuite, alors, maintenant, la fiabilité en tant que discipline scientifique, en fait, c'est la science qui s'intéresse aux durées de vie. Donc, elle est surnommée la science des durées de vie. Maintenant, en tant que caractéristique, elle est considérée comme étant la probabilité de fonctionnement sans défaillance. La fonction de fiabilité, ou ce qu'on appelle la fonction de survie aussi, généralement notée R de T, le R par rapport à son appellation en anglais reliability, donc est une fonction de temps qui représente en fait la probabilité de fonctionnement sans défaillance pendant la période de 0 jusqu'à T. Deux, généralement, indicateurs sont souvent utilisés pour donner la fiabilité des matériels, des indicateurs de fiabilité. Et on a le MTBF, qui veut dire tout simplement Mean Time Between Failures, ce qui donne en français la moyenne des temps entre défaillances. Ici, parfois, il peut y avoir confusion. Beaucoup de gens traduisent MTBF en français, comme par hasard. Ça peut donner, si on veut en quelque sorte donner le sens en français de cette abréviation, on peut facilement lui coller moyenne des temps de bon fonctionnement. Alors que non, c'est pas équivalent. La moyenne des temps de bon fonctionnement est mean time between failures, qui veut dire moyenne des temps entre défaillances, c'est pas la même chose, puisque dans la moyenne des temps entre défaillances, on a le temps d'arrêt pour maintenant, c'est les temps d'attente avant intervention. Donc, généralement, le moyen des temps entre défaillances est supérieur à la moyenne des temps de bon fonctionnement. Le deuxième indicateur, souvent utilisé, c'est le taux de défaillance, qui désigne en quelque sorte la proportion de dispositifs qui, ayant servi qu'à l'instant T, ne sont plus en vie à l'instant T plus dt avec dt infiniment petit, ce qui représente à peu près le nombre de défaillances par unité de temps. Donc là, il est donné par l'expression lambda de t, qui est égale à la fonction de densité sur la fonction de fiabilité. Dans le cas où le taux de défaillance est constant, là, on a lambda, le taux de défaillance est égal à l'inverse du MTBF, ce qui définit mieux le sens du taux de défaillance. Ici, ça veut dire c'est l'inverse de la durée de vie moyenne, puisque le MTBF, on peut le considérer comme étant la durée de vie moyenne d'un dispositif. Maintenant, à quel stade intervient la fiabilité? C'est les phases de vie d'un produit. Alors, donc des études, ils interviennent à tous les stades de vie d'un produit. Premièrement, au stade de conception, pour définir et garantir la fiabilité du futur produit. Déjà au stade de conception, on peut prédéfinir la fiabilité qu'on souhaiterait donc obtenir pour notre futur produit. Là, c'est le domaine donc de la fiabilité prévisionnelle. Bien sûr, pour cela, il est rendu possible grâce d'abord à l'estimation de la fiabilité intrinsèque des composants constituant ce système, qui sont obtenus généralement par des essais au laboratoire, éventuellement par des retours clients sous forme de bases de données ou des retours clients carrément, etc. Donc là, ça nous permet d'obtenir les fiabilités des composants utilisés pour l'obtention du système. Ensuite, la fiabilité prévisionnelle maintenant, comment l'obtenir? C'est selon donc comment dirais-je, selon l'architecture du système, donc selon la configuration du système, on peut trouver la fiabilité du système global en fonction des fiabilités intrinsèques des composants le constituant. Alors, juste pour
la configuration, bon, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle des systèmes simples, donc systèmes configurés en série, en parallèle, système mixte. Il y a les systèmes complexes qui sont généralement des configurations complexes telles que les systèmes en réseau. Donc, après évaluation de la fiabilité prévisionnelle, le concepteur peut éventuellement revoir sa conception. Donc, déjà au stade de conception, on peut estimer à l'avance la fiabilité prévisionnelle. Si on trouve qu'elle est insuffisante, on peut revoir, opérer des modifications déjà à la conception. Par exemple, en agissant sur les technologies adoptées, ici, pour les technologies adoptées, je peux jouer sur les technologies proprement dites, sur la configuration du système, etc. C'est un petit peu le domaine qui est très connu sous le nom de RBDO, donc Reliability Based Design Optimization. Ou en ayant recours aux redondances pour les composants critiques, par exemple. Là, c'est l'une des solutions que peut adopter le concepteur dès le stade de conception pour améliorer la fiabilité de son système. Lorsqu'il constate que certains composants dans ce système sont critiques ou présentent des fiabilités basses, donc il peut avoir recours aux redondances. Je crois que notre collègue en a parlé un petit peu ce matin. Il s'agit donc de monter d'autres éléments équivalents en parallèle, ce qui permet d'améliorer la fiabilité du module ainsi remis en question. Alors, maintenant, au stade d'exploitation. Alors, au stade d'exploitation, les études de fiabilité, qu'est-ce qu'on peut faire comme étude de fiabilité? Alors, première étude possible, c'est qu'on ne peut pas établir de plan de maintenance sans passer par l'analyse de fiabilité. Donc, les études de fiabilité sont nécessaires pour pouvoir établir des plans de maintenance, bien sûr, d'une façon optimale. Deuxième étude possible, donc on peut utiliser la fiabilité pour les études de sûreté de fonctionnement. C'est simple, puisque la sûreté de fonctionnement, par définition, c'est un concept qui englobe 4 autres concepts. C'est le fameux FMDS, donc fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. Donc, automatiquement, quand on fait des études de sûreté de fonctionnement, on est obligé de faire des analyses de fiabilité. Quand on fait l'analyse de maintenabilité, on fait appel aux paramètres de fiabilité. La même chose pour la disponibilité. On peut également utiliser des études de fiabilité pour l'estimation des durées de vie résiduelles. Donc le président de session en a parlé ce matin. Donc, on ne peut pas estimer la durée de vie résiduelle sans passer par des analyses de fiabilité. On peut également utiliser la fiabilité pour l'évaluation des risques dans les structures dégradées. Ça, c'est quand même un domaine très intéressant. Donc, pardon. Les études de fiabilité permettent l'évaluation de risques. On parle ici de structures présentant des dégradations. Je ne sais pas, on a un pan fissuré par exemple. Les études de fiabilité peuvent permettre d'étudier, d'évaluer les risques si on continue à exploiter ce pan malgré le défaut qu'il présentait. Donc c'est la même chose pour les systèmes, d'autres types de systèmes. On peut également utiliser des études de fiabilité pour la définition des périodes de renouvellement des matériels vieillissants, bien que professeur Smati, lui, il a développé ce matin des possibilités encore de prolongation de la durée de vie, des extensions, mais de toute façon, si on veut opter pour un renouvellement d'un matériel après la fin de vie, donc les études de fiabilité permettent de déterminer donc de façon optimale la période idéale pour le renouvellement du système. Aussi, indirectement, les études de fiabilité aident à la gestion optimale du stock de la pièce de rechange. En fait, si on connaît la fiabilité de son matériel, donc on peut prévoir les durées de vie automatiquement. On peut prévoir la consommation en pièces de rechange, ce qui aiderait
l'amélioration de la gestion du stock de la pièce de rechange. Voilà, donc je me contente un peu de ça, c'est loin d'être exhaustif, mais j'ai cité un petit peu les exemples d'application de la fiabilité en général. Là, je vais passer donc au second volet de ma présentation, où je vais essayer de présenter l'application de la fiabilité dans la définition de politique de maintenance. Donc il s'agit de politique de maintenance basée sur la fiabilité. Donc là, je vais présenter quelques politiques, c'est-à-dire quelques modèles. Donc, d'abord, il faut distinguer entre des politiques de maintenance destinées pour les systèmes monocomposants et les politiques de maintenance destinées pour les systèmes multicomposants. Donc, ce que je sous-entends ici par monocomposant, multicomposant, c'est que du point de vue mathématique, soit je m'intéresse à mon dispositif en tant qu'une seule entité, donc je m'intéresse au système dans sa globalité, c'est ce que j'appelle moi monocomposant. Soit je m'intéresse au système comme étant un système multicomposant constitué de plusieurs éléments. On verra les spécificités de chacune des deux approches. Alors, donc pour les systèmes monocomposants, nous avons un certain nombre de politiques de maintenance, donc avec leur modèle bien sûr mathématique. On peut citer la politique de maintenance préventive dépendant de l'âge. Donc là, c'est une politique qui consiste à fixer un âge optimal pour le remplacement préventif du composant et par la suite, si le composant n'enregistre pas de défaillance, ça veut dire quand il aura atteint un âge T préfixé, on le remplace. Sinon, on le remplace quand il aura une défaillance. Donc, dans les deux cas, soit on le remplace à la défaillance survenant avant d'atteindre l'âge T. S'il ne enregistre pas de défaillance, donc on attendra lorsqu'il aura atteint l'âge T. La deuxième politique de maintenance, c'est la politique de maintenance préventive périodique. Alors, pour la périodique, là, au lieu de fixer un âge, on va fixer une périodicité de remplacement préventif. C'est-à-dire, on décide de remplacer un composant périodiquement. C'est-à-dire, généralement, c'est de type KT avec K en entier. Je le remplace à T, à 2T, à 3T, à 4T, et ainsi de suite. La différence entre les deux politiques, c'est que dans la première, j'ai parlé de l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'élément enregistre une défaillance avant d'atteindre son âge optimal, et je le remplace. Ça veut dire j'aurais avancé, anticipé son remplacement. Donc, la prochaine date de remplacement que je dois prévoir, il faut que je la décale. Ça veut dire il faut qu'il aura atteint, supposons que je dis il faut qu'il ait un âge de 3 mois, ça veut dire que je dois attendre 3 mois pour le remplacer. Par contre, dans la périodique, si je dis que je dois le remplacer chaque 3 mois de service, donc de 0 à 3 mois, je le remplace, à 6 mois, je le remplace. Même si je l'ai déjà remplacé suite à une défaillance, par exemple, au bout du 4e mois. Voilà un peu la différence. Bon, si je fais ces précisions, c'est par rapport à la formulation mathématique plus tard. Donc c'est très important de poser toutes ces hypothèses-là pour formuler plus ou moins correctement le modèle. Nous avons ensuite politique de la limite de défaillance. Donc c'est une politique là où on décide d'opérer un remplacement préventif du composant lorsque le taux de défaillance aura atteint un certain seuil. Donc on fixe un seuil de taux de défaillance. Lorsque le composant a atteint ce seuil, je décide de remplacer préventivement au lieu d'attendre la défaillance. Nous avons la politique de maintenance préventive séquentielle. Là, c'est à peu près comme la périodique, sauf que la différence, c'est que ici, c'est ce qu'on appelle séquentiel, c'est en réalité, c'est que les périodicités, plus on avance dans le temps, plus les périodicités sont raccourcies. C'est un peu pour répondre à la problématique du vieillissement du composant. Donc c'est de la machine où se trouve le composant. Donc c'est la première fois, je le remplace par exemple à 6 mois, peut-être la deuxième fois à 5 mois, la troisième fois à 4 mois, et ainsi de suite. Politique de la limite de réparation. Ici, ça concerne le nombre de réparations. C'est-à-dire là, je décide de fixer un nombre de réparations comme seuil au bout duquel je vais décider de remplacer le composant préventivement. Ensuite, politique de nombre de réparations et du temps de référence. C'est un peu
une variante de l'avant-derrière. Donc ici, il y a le nombre de réparations, il y a aussi un temps de réparation, c'est-à-dire le temps que je mets pour la réparation du composant. Maintenant, le problème pour les systèmes multicomposants, s'il n'y avait aucune dépendance entre les éléments d'un même système, je rappelle que j'appelle un système multicomposant un système constitué de plusieurs composants. Donc, s'il n'y a aucune dépendance entre les composants d'un même système, ces politiques-là, je peux les appliquer indépendamment pour chaque composant. Néanmoins, l'existence de ces dépendances donc m'empêche d'appliquer ces politiques telles quelles. Pour cela, il faudra développer des politiques spécifiques aux systèmes multicomposants. Alors, pour les systèmes, d'abord, je rappelle les types de dépendance qui existent entre les éléments d'un même système. Nous avons d'abord la dépendance économique. Alors, c'est quoi la dépendance économique? C'est lorsque on exécute une maintenance sur plusieurs composants conjointement, revient moins cher que de le faire séparément. Bon, c'est un peu évident. Il y a déjà un coût commun, ce qu'on appelle le coût de préparation de l'intervention. Donc là, j'engage ce coût, quel que soit le composant que je vais remplacer, quel que soit le nombre de composants que je vais remplacer, il y a un coût de toute façon à dépenser. Il y a par exemple le coût de démontage du système. Je le démonte. Ça engendre un coût. Donc quand je démonte, je remplace un composant, ou bien deux, ou bien trois, ce coût de démontage, il est le même, etc. Coût du manque à gagner suite à l'arrêt. Donc quand j'arrête mon système pour intervention, j'ai un manque à gagner. Je profite. Au fait, je remplace un composant, ou bien deux, ou bien trois, pratiquement, je paie ce manque à gagner. La dépendance stochastique, c'est lorsque l'état d'un composant influe sur la distribution des durées de vie des autres composants. Donc on dit que les composants ils sont stochastiquement dépendants. Ensuite, il y a la dépendance structurelle. Ici, c'est lorsque les composants ferment structurellement donc une partie, de telle sorte qu'une maintenance sur un composant défaillant implique la maintenance sur les autres composants. Là, je suis obligé donc d'intervenir sur les autres composants. Alors, maintenant, pour le regroupement des actions de maintenance, plusieurs approches sont adoptées, c'est-à-dire puisqu'il faut retenir que un peu ce qui est commun aux politiques de maintenance pour système multicomposants, c'est d'essayer de regrouper des actions de maintenance pour que ça soit économiquement rentable. Alors, les approches de regroupement, il y en a plusieurs. Donc, il y a d'abord regroupement des maintenances correctives. Donc là, il s'agit de regrouper des actions de maintenance corrective. Bon, excusez-moi, pour les gens qui ne sont pas un petit peu du domaine, et en fait, je rappelle quand même les deux formes essentielles de maintenance. Il y a la maintenance corrective et il y a la maintenance préventive. Donc, la maintenance corrective, c'est une maintenance exécutée après défaillance. La maintenance préventive, c'est une maintenance exécutée dans l'intention de réduire la probabilité de panne. Ça veut dire exécutée avant défaillance. Voilà. Donc, là, pour le regroupement des maintenances correctives, donc on décide de laisser les pannes, laisser, jusqu'à enregistrer un certain nombre de pannes. Ensuite, on intervient pour réparer. Sauf que ici, c'est applicable pour les systèmes, par exemple, redondants. Donc là, puisqu'on peut se permettre d'avoir une défaillance et le système continue de fonctionner, puisque l'élément opérationnel continue d'assurer la mission. Ou bien pour les systèmes constitués d'éléments fonctionnant indépendamment. Donc parfois il y a des systèmes, il y a un peu l'exemple des systèmes tolérant les fautes, c'est-à-dire il y a des systèmes qui peuvent fonctionner en dégradé. Donc on peut se permettre d'enregistrer des défaillances et de ne pas intervenir jusqu'à une opportunité, jusqu'à le moment idéal pour intervenir. Alors, la deuxième approche, ce sont le regroupement des maintenances préventives. Alors, donc là, ça consiste à regrouper des actions de maintenance préventive. Bien sûr, l'avantage principal de cette approche, c'est le caractère planifiable. Et c'est très important pour le gestionnaire,
puisque c'est des actions que je peux planifier dans le temps, et le fait qu'ils soient planifiables, donc je peux préparer mes interventions à l'avance, prévoir la pièce de rechange, les équipes d'intervention, le matériel d'intervention, toute la logistique nécessaire, donc ce qui me permettrait d'exécuter ces interventions peut-être en moins de temps. Alors, il y a les modèles où tous les composants sont complètement maintenus, donc il y a les deux sous-approches en quelque sorte, et première sous-approche, là on décide de changer tous les composants en une seule occasion. Bon, parfois c'est justifié, mais c'est vraiment dans vraiment peu de cas. En général, c'est pas optimal de remplacer tous les composants du même système à la même occasion. Pour une raison évidente, c'est que tous les composants n'ont pas déjà, d'une façon simple, ils n'ont pas les mêmes durées de vie. Sinon, l'autre sous-approche, c'est les modèles où un regroupement optimal doit être déterminé. Donc, c'est ce qu'on appelle des regroupements multigroupes ou bien des maintenances dans des politiques multigroupes. Alors, il y a aussi le regroupement des maintenances préventives et des maintenances correctives ensemble. Donc là, c'est le concept de la maintenance opportune. Je suis tenté de la rappeler maintenance opportuniste, puisque les Anglais disent opportunistic maintenance. On a essayé de traduire ça par maintenance opportune. Je pense que c'est plus adéquat de dire maintenance opportuniste. Parce que, par définition, c'est quoi une maintenance opportuniste? C'est que, parfois, il est opportun de saisir l'occasion de la défaillance d'un composant pour essayer d'inclure le remplacement d'autres composants préventivement. C'est-à-dire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le coût de préparation. Donc, j'ai un composant défaillant. Le système est à l'arrêt suite à cette défaillance. J'ouvre le système, je démonte le système. Tout ça, ça engendre des coûts. Pourquoi ne pas profiter pendant cette occasion pour analyser éventuellement l'opportunité d'inclure le remplacement d'autres éléments du même système? Bien sûr, là, il faut inclure un critère de décision qui permet de choisir quels sont les éléments à inclure. Je crois que pour le temps, je vais essayer de faire vite. Alors, politique monogroupe, donc très rapidement, la structure du modèle pour mono. Donc on a la structure des coûts, et elle se forme dans la somme de MT sur CG sur CP, où C0 d'abord, CG sur CP, c'est le coût de maintenance préventive des N composants, puisqu'on parle de monogroupe. Donc on va changer les N composants du système. MT, c'est l'espérance des coûts de défaillance, réparation minimale, etc. Donc c'est un petit peu tout ce qui est coût. Bon, là c'est résumé. Donc éventuellement, si on détaille ça, on obtient un modèle de cette forme-là. Voilà, donc généralement, c'est inspiré de la théorie de renouvellement, où on a donc au numérateur l'espérance de tous les coûts sur un cycle, et au dénominateur, nous avons les cycles de renouvellement. Et ça nous donne le coût par unité de temps. Politique multigroupe, donc là, nous avons deux approches aussi. Nous avons l'approche SIG, c'est-à-dire Standard Indirect Grouping. Donc là, c'est un regroupement indirect. C'est une approche qui a été utilisée d'abord par les gens qui travaillent sur la théorie des stocks. Ensuite, elle a été donc importée à la maintenance. Nous avons le problème job, c'est le joint overhaul problem, donc qui nous donne l'expression. En fait, c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est qu'on va comme ça ou on va dans l'autre sens. Alors, maintenant, dans toutes ces politiques-là, nous avons un certain nombre de problématiques. Alors, première problématique sur laquelle j'ai envie de discuter un petit peu, c'est les durées de maintenance. Donc, la majorité une bonne partie des auteurs suppose que, pour le développement de ces modèles, que la durée de maintenance est négligeable. Ça veut dire qu'elle est nulle. C'est ainsi qu'ils arrivent à formuler leur modèle. Alors, cette hypothèse ne paraît réaliste que dans
deux cas possibles. Alors, le premier cas, c'est lorsque les durées de maintenance sont très petites par rapport aux durées de fonctionnement. Lorsque la durée d'arrêt est très petite par rapport à la durée de fonctionnement, on peut admettre cette hypothèse-là. Ou bien le deuxième cas possible, c'est lorsque les conséquences d'arrêt sur la sûreté de fonctionnement en général et les pertes de production en particulier sont insignifiantes. Là, on peut donc supposer que c'est... Parce que nous allons voir que le problème de se négliger les durées de maintenance, surtout, c'est le manque à gagner. Donc, pour les systèmes, par exemple, à fonctionnement continu, pour les unités en ligne, etc. Bon. Donc, pour ces systèmes-là, c'est irréaliste de considérer cela. C'est pour ça qu'il y a nécessité de prendre en compte comment dirais-je, la durée de la maintenance dans les modèles. Bon. Alors, là, on suppose la politique adoptée, c'est une maintenance périodique, donc préventive périodique, avec réparation minimale à la défaillance. C'est-à-dire un système à une périodicité K taux subit en quelque sorte une maintenance préventive. Avec K nanti, ça veut dire à taux, on remplace un groupe 1 de composants, à 2T, on remplace un groupe G2 de composants, et ainsi de suite. Bien sûr, j'ai appelé G1, G2, G3, donc ce sont des groupes différents, parce qu'on ne remplace pas les mêmes composants à chaque occasion. Donc c'est ce qui est l'intérêt de ce... Il faut conclure, monsieur. Oui. Bon, juste le modèle, voilà, donc le système multicomposant. Voilà, quand on le développe, d'une façon encore plus développée, il y a plusieurs manières, on peut jouer, obtenir plusieurs variantes pour un remplacement séquentiel, remplacement parallèle, remplacement, ou plutôt quand on suppose que les durées négligeables, donc à partir du modèle général. Ensuite, on adopte toutes ces hypothèses-là pour obtenir à chaque fois les variantes de ce modèle-là. Deuxième problématique, très rapidement, c'est l'efficacité de la maintenance. Alors, c'est quoi l'efficacité de la maintenance? C'est que lorsqu'on intervient sur un système, voilà, donc, lorsque le système enregistre une défaillance, ensuite, on intervient sur le système. Donc, il y a trois possibilités différentes. Soit on le remet dans l'état où il était juste avant la défaillance, soit on le remet as good as new, soit on le remet as bad as old. C'est-à-dire, soit on le remet à neuf, soit aucun impact sur son état, c'est-à-dire après réparation, l'élément sera dans un état identique à celui qu'il avait juste avant l'intervention. Maintenant, ça c'est deux cas extrêmes. Le premier cas, c'est-à-dire as good as new, il s'agit d'un remplacement. Quand je remplace un composant par un composant neuf, je peux considérer que c'est une remise à neuf. Le deuxième cas, c'est difficile d'admettre, après une intervention, qu'il n'y a aucun impact. Donc, il est plus, pour les systèmes industriels, il est plus réaliste de considérer que l'état du système après intervention serait quelque part entre les deux cas. Donc, on a un petit peu amélioré son état par rapport à avant l'intervention, mais sans le remettre à neuf. Voilà donc pour la problématique d'efficacité de maintenance. Bon, il y a une modélisation, donc il y a plusieurs travaux dans ce domaine-là. Donc là, par exemple, je prends le modèle ARA 1, donc développé par Doyen et Godouin, lui-même qui est similaire au modèle développé par Malik, et on s'est inspiré de ça, et nous avons développé donc un modèle où on a introduit la fonction. Ici, qu'est-ce qu'on considère? On considère que, là c'est une approche qu'on a développée nous-mêmes, on considère que l'impact ou bien l'effet de la maintenance est proportionnel au nombre de composants remplacés en premier lieu. Donc on intègre ça dans le modèle, les modèles de maintenance de tout à l'heure, ce qui nous permet d'obtenir ce genre de forme. Voilà. Ensuite, voilà. Là on a considéré deux cas. Premièrement, lorsque le nom, la proportionnalité c'est avec le nom, et deuxième cas, c'est lorsque, parce que quand on considère avec le nom,
tous les éléments n'ont pas le même poids du point de vue fiabilité dans le système. Donc, ça serait un petit peu tronqué de focaliser seulement sur le nombre de remplaçants. Parfois, je remplace un composant, peut-être c'est l'équivalent de remplacement de 5 autres composants, de moindre importance que le premier. C'est pour ça que, dans un second temps, nous avons essayé de nous intéresser aux composants remplacés eux-mêmes, ceux qu'ils nous ont donnés. Bon, je vais au moins une étude de cas, et puis ça y est. Alors là, juste une étude de cas, puisque j'ai dit que je vais développer un certain nombre d'études de cas. Là, il s'agit donc de la politique de maintenance préventive périodique imparfaite, avec réparation minimale à la défaillance. Donc là, du coup, j'utilise la maintenance périodique pour système multicomposant, tout en tenant compte de l'efficacité de la maintenance, appliquée donc à une grue portière mobile. Donc là, comme le modèle, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, en le développant, donc on obtient quelque chose comme ça. Une procédure d'optimisation permet donc de déterminer surtout le temps optimal de remplacement préventif. Voilà. Sauf qu'ici, ça concerne un système monocomposant. D'accord? Ça a été appliqué, donc les différents éléments, etc. Et à la fin, il y a, pour le système global, on a obtenu un petit peu ces résultats-là. On définit en quelque sorte, pour chaque sous-composant du système global, la périodicité optimale, mais en tenant compte de l'effet système. Parce qu'on ne peut pas prendre les composants individuellement. Parce que si on prend les composants individuellement, ça ne sera pas optimal pour le système global. Donc là, on prend en considération l'effet du système global. Deuxième cas, c'est toujours la même politique, sauf que appliquée donc à une pompe pour un oléoduc. Passez à la conclusion, monsieur. Alors, conclusion, donc voilà, en fait, on ne peut pas développer des modèles de fiabilité, plutôt des modèles de maintenance pour obtenir des politiques de maintenance optimales sans des analyses de fiabilité, sans la disponibilité de données surtout. Et pour les données, je pense qu'il y a pas mal de problématiques éventuellement à traiter. Tout à l'heure, j'avais posé ce matin le problème justement de pré-traitement des données. Il y a un problème pour l'efficacité de la maintenance. Parfois, pour l'extraction des données d'exploitation, pour pouvoir obtenir les inputs, les données introduites dans l'analyse de fiabilité, il est très difficile. Dans le cas où on fait la maintenance as good as new ou la maintenance as bad as old, le problème n'est pas posé. Elle est posée lorsque on fait réellement des maintenances imparfaites, c'est-à-dire entre les deux. Là, pour l'extraction des données maintenant sur le plan pratique, ça nous pose problème. Et c'est une information difficile à obtenir. Donc c'est difficile de dire à un manager, l'action que vous avez faite, vous considérez qu'elle est parfaite, imparfaite, s'il est imparfaite, comment vous pouvez quantifier cette imperfection, etc. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et surtout, généralement, les auteurs qui s'intéressent à ce genre de travaux, ils s'arrêtent au niveau de l'analyse de fiabilité. Donc, on a essayé d'introduire ces résultats dans les modèles de maintenance, qui sont deux choses quand même différentes. Je pense qu'il y a encore pas mal de challenges là-dessus. Aussi, il y a des efforts à faire concernant la résolution de ces modèles. Donc, c'est des optimisations. Les spécialistes d'optimisation, normalement, en voyant la topologie des modèles, c'est obtenu. Ils savent donc quels sont les challenges auxquels il faut faire face pour l'optimisation dans ce genre de modèle. Je vous remercie, je m'excuse pour le retard, je vous rends la parole. Merci, monsieur Lagoule.